bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire sur la réforme des redevances des agences de l'eau. Alors tout d'abord, avant de commencer, et dans le cadre de la réglementation générale sur la protection des données, la RGPD, je vous informe que ce webinaire est filmé. Donc si l'enregistrement est exploitable, nous prévoyons de le mettre en ligne sur notre site internet. Par conséquent, votre participation à ce webinaire vaut acceptation des conditions d'enregistrement. Donc, vous le savez, ce webinaire est consacré aux nouvelles redevances pour performance et il s'adresse plus particulièrement aux services techniques des communes et des établissements publics compétents en matière de distribution d'eau ou d'assainissement des eaux usées. Ce webinaire a été préparé par l'équipe projet réforme de l'Agence de l'eau Artois-Picardie et je vais les inviter à se présenter pour que vous puissiez bien nous identifier. Alors, je vais commencer. Donc, je m'appelle Marie Dubreux, je suis la directrice des finances et de la fiscalité écologique à l'Agence de l'eau Artois-Picardie et donc je pilote cette équipe projet en charge de la mise en œuvre de cette réforme. Michael Canarozzo, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, te présenter ? Oui, donc bonjour à tous. Donc pour ma part, je suis le chef de service redevance des collectivités et appui transversal, donc en charge de la mise en œuvre de ces nouvelles redevances au 1er janvier prochain avec toute l'équipe du SRCAT. Ensuite, Sébastien Hannequin. Oui, donc Sébastien Hannequin, je suis expert redevance au sein du service de Michael. Donc, on travaille ensemble sur la mise en œuvre de cette réforme et son déploiement à l'échelle de notre bassin et également en interagence, puisqu'on a énormément de groupes interagences qui sont mis en place. Catherine Saldo. Bonjour, Catherine Saldo, inspectrice redevance, donc également dans le service de Michael. Je travaille en collaboration donc avec Michael, Sébastien, Florian qui va se présenter juste après sur la réforme et les outils. Merci Catherine. Et Florian Baena-Arnett, s'il te plaît Florian. Oui, bonjour à tous. Je suis aussi dans le service de Michael sur la redevance des collectivités et je travaille en appui donc sur cette réforme. Merci à tous. Je remercie aussi les collègues de l'agence qui se sont connectés avec nous et qui sont présents pour pouvoir nous épauler pour répondre à vos questions dès lors qu'elles auraient une dimension un petit peu plus technique en ce qui concerne les données ou les thématiques plus spécifiques de l'assainissement. Donc, merci à eux. Alors, je vais vous présenter le plan de notre matinée. Alors, tout d'abord, je vais très rapidement vous rappeler le contexte et l'objet de la réforme. Ensuite, Michael Canarozzo vous donnera quelques éléments communs sur les nouvelles redevances de performance. Puis, à trois voix, nous vous présenterons les deux redevances pour performance. Donc, tout d'abord, nous commencerons par la redevance pour performance des réseaux d'eau potable, avec un chapitre assez conséquent, vous verrez, sur le coefficient de modulation et surtout, évidemment, de quoi il est constitué et comment on le calcule. Puis, je vous donnerai quelques exemples de calcul pour illustrer les propos qui ont été présentés précédemment par Sébastien. Et ensuite, Michael reviendra sur la partie plutôt déclarative. Même schéma pour la redevance pour performance des systèmes d'assainissement collectif. Donc, c'est le deuxième gros chapitre. Et ensuite, on terminera par le calendrier de déploiement qui sera présenté par Michael. Un petit point sur l'enquête sur les compétences des collectivités qui est en cours, qui sera présenté par Catherine. Et enfin, l'accompagnement par les agences de l'eau par Florian. Voilà le programme de cette matinée. Alors, sans plus attendre, je vais commencer par le contexte et l'objet de la réforme des redevances. Donc, je pense que ce n'est pas une nouveauté pour vous. L'entrée en vigueur de la réforme des redevances est prévue le 1er janvier 2025. Donc, c'est une réforme qui a été instaurée par la loi de finances de 2024 et les décrets d'application ont été publiés cet été en juillet 2025. En juillet 2024, pardon. Donc, cette réforme prévoit la création de 3 nouvelles redevances. Donc, la redevance sur la consommation d'eau potable, nous avons mis les références réglementaires et législatives en dessous. La référence pour performance des réseaux d'eau potable et la redevance pour performance des systèmes d'assainissement collectif.
aujourd'hui, nous allons nous concentrer donc sur ces 2 redevances de performance. Je ne vais pas en dire beaucoup plus sur la réforme puisque nous avons déjà organisé un webinaire sur ce sujet et qui a été enregistré. Donc, je vous invite, si vous n'avez pas pu y participer, si vous avez des questions d'ordre un peu plus généraux sur la réforme, à le revisionner en accédant à notre site internet. Donc, vous verrez, on a mis aussi un hyperlien sur cette diapo pour vous permettre d'y accéder. Je vais maintenant donner la parole à Michael pour qu'il puisse vous présenter les éléments communs à ces 2 nouvelles redevances de performance. Michael, je te laisse la parole. Oui, merci Marie. Donc, je vais poursuivre un peu sur le développement de ces nouvelles redevances de performance, hein. Voilà, on insiste un peu sur les éléments un peu plus généraux, on va dire. Donc, telles qu'elles sont instituées par les articles du Code de l'environnement, donc à savoir les articles 213, 10.5 et 10.6 du Code de l'environnement. Donc, le principe général, c'est bien la taxation des collectivités qui organisent les services. Donc, les services à la fois eau potable, donc tout ce qui est le volet eau potable, et le volet assainissement collectif, hein. Donc, on s'adresse bien à ces collectivités, hein. Maintenant, c'est vraiment la spécificité de ces nouvelles redevances. Après, on le verra aussi au travers des exemples, mais c'est bien la collectivité qui détient la compétence et qui l'exerce qui sera le redevable, hein. Donc concrètement, c'est l'assujetti et le redevable, ce sera donc la commune ou bien l'établissement public de coopération compétent sur ces 2 compétences que je viens de vous préciser. Donc au niveau du calcul de ces 2 nouvelles redevances, donc le calcul est assez simple puisque on partira de l'assiette qui sera facturée. Donc ce sera donc forcément le volume eau potable pour tout ce qui est volet performance et autres. Et on aura aussi le volume assaini pour déterminer l'assiette de la future redevance de performance assainissement. Donc ensuite, on a le tarif qui rentre aussi en ligne de compte. Et on aura forcément aussi le coefficient de modulation globale qui permet aussi d'apprécier toute cette notion de performance des systèmes, en fait. Donc voilà sur le principe un peu plus généraux. Donc on va passer ensuite à la diapo suivante qui matérialise un petit peu les conséquences en termes d'affichage sur la facturation. Donc là, voilà, au travers de cette image, on voit bien que maintenant, il y a 3 nouvelles lignes au sein de la rubrique organismes publics. Bon, on a toujours la nouvelle redevance de consommation d'eau potable, bon, qui ne fait pas forcément l'objet du webinaire d'aujourd'hui, mais qui sera aussi reprise au sein d'un prochain webinaire qui sera pour le coup dédié à la facturation, en fait, hein. Donc, pour continuer, on voit bien qu'il y a les 2 nouvelles redevances de performance, donc tant sur le volet assainissement que sur le volet eau potable. Donc voilà, donc c'est bien des répercussions en fait sur la facture, puisqu'il s'agit aussi de contre-valeur. Vous voyez, c'est vraiment la répercussion d'une donnée fiscale telle qu'elle se matérialise du coup sur la facture d'eau. Donc voilà à peu près sur les conséquences en termes de facturation. J'ai pas trop développé à ce stade puisque, comme je vous l'ai dit, il y aura un webinaire spécifique qui est d'ores et déjà prévu le 18 octobre prochain. Et donc là, il y aura vraiment plus de développement sur les conséquences et sur les modalités de facturation de l'ensemble de ces nouvelles redevances. Merci Mickaël. Donc vous voyez, c'est vrai qu'on est resté assez généraux sur cette partie-là puisqu'on a prévu de vraiment rentrer dans le détail dans un webinaire qui s'adressera plutôt cette fois moins au service technique mais plutôt au service qui s'occupe de la facturation. Alors, on aborde dans un premier temps la redevance pour performance des réseaux d'eau potable. Et donc je vais laisser la parole à Sébastien Hannequin qui va vous expliquer beaucoup de choses sur le coefficient de modulation. À toi la parole, Sébastien, merci. Ouais.
Merci Marie. Oui, donc effectivement, comme vous l'a présenté Mickaël, hein, l'objectif de ces deux redevances de performance, c'est de tenir compte de prendre en compte la performance des services dans leur fonctionnement au quotidien et leur connaissance, hein, de leur patrimoine. Donc on a des coefficients de modulation qui ont été introduits pour traduire voilà, ce niveau de performance. Alors sur la première performance des réseaux d'eau potable, l'idée est de valoriser, hein, la maîtrise des fuites et la connaissance de l'état du réseau des collectivités, en introduisant une modulation sur 2 axes. Donc un premier axe où on va apprécier le rendement des réseaux, et un deuxième où on va apprécier la connaissance du patrimoine. Alors ce sont des coefficients de modulation, hein, qui sont calculés d'abord à l'échelle d'une entité de gestion, donc au sens de 6PA, c'est-à-dire, hein, globalement un ensemble de communes qui sont où s'exerce une compétence dans un mode de gestion particulier. Ce coefficient qui va être calculé à l'échelle d'une entité de gestion peut varier de 0,2 pour les plus performants à 1 pour les moins performants. Donc ça veut dire un abattement maximal de redevance qui peut aller jusqu'à 80% pour les systèmes les plus performants. L'idée aussi est de prendre en compte le fait que sur une collectivité, on ait plusieurs entités de gestion, et donc on a la possibilité de calculer un coefficient de modulation global à l'échelle de la collectivité de son territoire, en faisant un prorata, hein, de chaque coefficient de modulation des entités de gestion en fonction des volumes qui sont entrants sur les entités. Voilà, vous avez les petites formules en dessous, en bas de diapositive, hein, pour voir un peu le détail. Mais voilà, l'idée, c'est d'essayer de calculer un coefficient global à l'échelle du service pour prendre en compte les petites disparités qu'on pourrait avoir sur les collectivités les plus complexes. Donc si on voit un peu plus dans le détail maintenant au niveau du calcul de la modulation, donc on a bien 2 axes, hein, avec 2 coefficients. Un premier axe sur la performance du réseau, un deuxième sur la gestion du patrimoine. Les deux vont être notés, évalués, et on additionne les 2 notes pour avoir le coefficient de modulation. Là, pour le premier axe sur la performance du réseau, la modulation va se traduire par le calcul, et on le verra juste après, hein, de 2 coefficients. Un premier coefficient dit d'indice linéaire des volumes non comptés, et un deuxième coefficient de rendement primaire. Là aussi, on verra pourquoi il y a 2 coefficients, et on va voir juste après, les détails des calculs. Alors voilà, donc là, vous pouvez visualiser toutes les données qui vont être analysées dans le cadre de ces calculs de modulation. Donc on vous les a classées en grandes thématiques. Donc des premières données qui ont attrait au volume entrant dans l'entité, des données qui sont relatives au volume sortant, et des données plus caractéristiques du réseau, donc en fonction du linéaire du nombre d'abonnés. Ces éléments, vous les connaissez normalement déjà. C'est des données qui existent dans 6PA, qui sont déjà normalement renseignées ou pré-renseignées, et qui, là, on en profite, hein, de ce webinaire de vous inciter vraiment à compléter dès cette année ces grandeurs et ces volumes pour qu'on ait une modulation optimale sur les données 2024 pour la redevance 2026. Voilà, donc ce ne sont pas des nouvelles données, hein, vous les connaissez déjà. On vous a mis les références dans 6PA pour que vous puissiez bien vous les approprier, bien les identifier. Et à partir de ces données, on va calculer trois grandeurs. Donc l'indice linéaire des volumes non comptés, qui va traduire en fait la somme des pertes par fuite et des volumes qui sont non comptés dans le réseau. C'est ramené par la formule à la longueur du réseau. Donc ça va traduire en fait les volumes, globalement les volumes qui ne vont pas être comptabilisés et qui sont donc forcément un peu perdus ou mal identifiés. 2 autres grandeurs que vous connaissez déjà également, le rendement primaire.
et l'indice linéaire de consommation. Donc, ce sont des grandeurs qui avaient été précédemment et qui sont encore analysées dans le cadre de la redevance de prélèvement pour les collectivités pour apprécier là aussi la performance, quelque part la performance du réseau dans le cadre du Grenelle depuis 2012. Voilà, donc on vous a rappelé les formules de chacun de ces trois données. Et maintenant, ces grandeurs vont être exploitées pour calculer à chaque fois 2 coefficients par entité de gestion. Alors, pourquoi 2 coefficients? Il y a un premier coefficient d'indice linéaire des volumes non comptés qui, de par sa formule, sera normalement plus favorable aux habitats dispersés et au secteur rural. Et un deuxième coefficient de rendement primaire qui, lui, sera normalement, là aussi, un peu mieux adapté au secteur urbain et aux habitats un peu plus denses. Donc, quoi qu'il en soit, sur chaque entité de gestion, ces 2 coefficients vont être calculés. Et on va retenir le coefficient qui sera le plus favorable, donc la valeur la plus élevée pour l'entité de gestion. C'est un coefficient qui varie de 0 à 0,55, donc qui est donc plafonné à 0,55 quoi qu'il en soit, et qui donnera la première note pour la modulation, donc sur l'aspect performance des réseaux. Voilà, si on passe maintenant au deuxième coefficient, donc qui a trait à la connaissance du patrimoine, à la gestion générale des ouvrages et du patrimoine de la collectivité. Là, on va également faire quelques petites évaluations. Alors, un petit focus particulier sur ce coefficient, il ne faut pas le confondre avec l'indice de connaissance et de gestion patrimoniale qui était jusqu'à présent là aussi analysé dans le cadre de la redevance de prélèvement des collectivités, donc le P103-2B que vous trouvez également dans 6PA. On va retrouver des grandeurs, des données qui sont communes, mais par contre, il y a beaucoup moins de paramètres. Donc voilà, faut bien faire attention, c'est pas ce coefficient-là d'indice de connaissance et de gestion patrimoniale. C'est vraiment des opérations différentes et un retraitement différent des données. Pour vous faire voir un peu plus dans le détail les données qui vont être analysées. Alors là aussi, ce ne sont pas des nouvelles grandeurs ou des nouvelles données. Vous les maniez déjà, vous les connaissez déjà au quotidien. Elles sont présentes dans 6PA. On vous a remis là aussi les références de chaque grandeur. Donc vous avez en deuxième colonne, tout ce qui commence par VP avec un chiffre à côté. Et puis voilà, donc vous avez un peu plus de détails sur la méthode d'évaluation de ces données. Certaines sont binaires, c'est présent, absent, ça vous donne une note 0 ou 1 selon la présence ou selon le fait que la donnée soit validée, soit remplie. Et après, vous avez des grandeurs qui peuvent varier et qui là sont donc sujettes forcément à évoluer dans le temps si vous améliorez au niveau de la connaissance du patrimoine. Donc c'est le cas par exemple du linéaire de réseau qui peut être connu en diamètre, en matériaux ou en âge, ou sur le taux de renouvellement des réseaux que vous pouvez mettre en œuvre au fur et à mesure. Donc chaque indicateur va être noté, donc de 0 à 1. On additionne toutes les notes, on les multiplie par 0,05 pour avoir au final un coefficient de gestion patrimoniale qui va varier de 0 à 0,25, 0,25 étant donc la note optimale pour cet aspect. La deuxième, voilà, donc en fait, ces 2 coefficients, ces 2 notes, donc la première de 0 à 0,55 et la seconde de 0 à 0,25 vont être additionnées et on obtient donc une performance donc, qui peut être notée et un coefficient de modulation qui peut varier, comme on l'a dit sur la première diapo tout à l'heure, qui va évoluer de 0,2 à 1, 0,2 pour les collectivités les plus performantes et 1 pour les collectivités les moins performantes. Donc 80% d'abattement au maximum sur la redevance en fonction de la notation globale de cet axe. Merci Sébastien. Je fais une petite pause sur cette diapo pour vous inviter à regarder les couleurs, puisque dans le diapo que je vais vous présenter, vous allez voir, il est
assez dense. Donc, on a essayé de faire un jeu de couleurs pour que vous puissiez mieux vous y repérer. Donc, tout ce qui concerne le coefficient de performance du réseau, donc vous allez le retrouver en bleu. Et ce qui concerne la partie du coefficient de gestion patrimoniale, vous allez le retrouver en violet. Alors, j'avance et j'arrive à mon exemple. Alors, nous avons pris un exemple théorique. Nous allons vous présenter 3 exemples. Donc, ce premier exemple, donc il s'agit du calcul de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable d'une collectivité. Donc, c'est un exemple théorique, un exemple assez simple, qui n'est composé que d'une seule entité de gestion. Une entité de gestion de 150 000 habitants. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, vous allez retrouver ici, dans cette couleur bleu, bleu-gris, bleu-vert, en fonction de la couleur de votre écran, l'axe de modulation qui concerne la performance du réseau. Ici, en violet, ce qui concerne la gestion patrimoniale. Donc ici, vous allez avoir les données, les évaluations, et là, vous allez avoir 3 colonnes, la redevance 2025, la redevance 2026 et la redevance maximale. Je vous l'expliquerai dans un second temps. Ici, sur mon écran, vous allez retrouver une petite jauge, donc qui va évidemment du vert au rouge, et ces couleurs ont été reprises sur la dernière partie du tableau pour essayer de qualifier finalement si le coefficient est plutôt bon, donc plutôt vert, ou plutôt mauvais, on va dire, ça va aller vers le rouge. Alors, je rentre maintenant dans le détail. Donc, dans notre cas, dans notre exemple, nous avons donc un certain nombre de données. Donc, tout d'abord, un volume produit de 10 millions de mètres cubes, un volume consommé comptabilisé de 9 millions de mètres cubes, volume exporté de 30 000 mètres cubes, 100 000 abonnés et un linéaire de réseau de 1000 km. À partir de ces données, nous allons pouvoir calculer l'ILVNC, donc l'indice linéaire des volumes non comptés, le rendement primaire et l'ILC tel que vous l'a présenté Sébastien tout à l'heure, donc avec des formules qui existent déjà puisque ces données existent déjà. Une fois qu'on aura donc ces 3 valeurs, d'ILC, de rendement et d'ILVNC, nous allons pouvoir calculer nos 2 coefficients. Le coefficient ILVNC, qui, en appliquant la formule, est ici de 0,617, et le coefficient de rendement primaire, qui est ici de 0,56. Sébastien vous a expliqué tout à l'heure que la performance du réseau était plafonnée à 0,55. Nous avons aussi 2 coefficients qui sont au-dessus de 0,55, puisqu'on a une collectivité, là, dans notre exemple, qui est très performante. Donc, nous allons retenir le coefficient plafond de 0,55 pour la redevance 2026. Donc, dans un premier temps, je vais vous inviter à regarder plutôt la colonne du milieu. Donc, c'est 0,55 qui est reporté ici au titre de la performance du réseau. Maintenant, au titre de la gestion patrimoniale, nous allons regarder chacune des données pour la qualifier. Donc, parfois, c'est binaire, 0, 1. Parfois, ça fluctue en fonction de la nature du coefficient. Et chacun va donc avoir une valeur. Donc, par exemple, dans notre premier exemple, l'établissement public compétent a donc un plan de réseau mis à jour. Donc, ce coefficient C1 est égal à 1. Le coefficient C2, donc il s'agit du linéaire de réseau connu en diamètre et en réseau. C'est un coefficient qui varie entre 0 et 1 selon le pourcentage de linéaire connu. Donc dans notre exemple, notre collectivité a un linéaire de réseau qui a été qualifié avec une valeur de 0,6. Le linéaire connu en âge, cette fois 0,4. Donc vous voyez un petit peu moins bon, là on arrive plutôt dans le jaune. C'est une collectivité qui a un SIG, donc ça lui fait donc un coefficient de 1, et qui a mis en œuvre un programme d'action pour améliorer sa gestion patrimoniale, donc un coefficient de 1. Le coefficient de gestion patrimoniale, c'est la somme de tout ce qu'on a vu précédemment, donc C1, C2, C3, C4, donc 1, 0, plus 0,6, plus 0,4, plus 1, plus 1, multiplié par 0,05 et donc ce coefficient de gestion patrimoniale est donc de 0,2. Nous additionnons maintenant ce coefficient de performance du réseau, 0,55, avec ce coefficient de gestion patrimoniale, 0,2, qui nous donne 0,75, que nous déduisons de 1, puisque c'est la formule que nous vous avons montrée tout à l'heure, c'est 1 moins le rendement, moins la performance, moins la gestion patrimoniale. Donc, le coefficient de modulation de cette entité de gestion est de 0,25.
Nous avons vu dans notre exemple que c'était un exemple simple, donc une collectivité avec une seule entité de gestion. Donc, de fait, le coefficient de modulation global de la collectivité est égal au coefficient de modulation de cette entité de gestion, puisqu'elle est la seule. Donc, il est aussi de 0,25. Et donc, pour calculer la redevance au titre de l'année 2026, la formule est donc la suivante, c'est celle que nous avons vue tout à l'heure. Donc, c'est la multiplication de l'assiette, donc à savoir les volumes facturés, donc le volume d'eau potable facturé. Donc là, c'était 9 millions de mètres cubes, pardon, multiplié par le tarif. Tout à l'heure, je vous ai dit que le tarif qui allait être proposé au vote du comité de bassin serait de 10 centimes d'euros par mètre cube, donc 9 millions fois 10 centimes, fois 0,25, donc le coefficient de modulation. Cela génère donc une redevance de 225 000 euros que l'établissement public compétent devra s'acquitter auprès de l'Agence de l'eau en 2027. Donc voilà pour le détail de cette redevance 2026. Si je m'attarde un tout petit peu sur la redevance 2025, c'était l'objet d'une question tout à l'heure. Comme je vous l'indiquais précédemment, effectivement, en 2025, le législateur a considéré que la performance allait être optimale, à la fois la performance du réseau, donc de 0,55, mais aussi la performance de la gestion patrimoniale de 0,25. Donc tout le monde aura un coefficient de modulation de 0,2. Et donc, dans ce cas présent, cette collectivité s'acquittera en 2026 d'une redevance avec un abattement de 80% grâce à ce coefficient de modulation optimal, et donc une redevance de 180 000 euros qu'elle paiera en 2026 au titre de l'année 2025. Et maintenant, je vous présente cette dernière colonne. Alors là, c'est dans l'hypothèse où la collectivité n'aurait renseigné aucune donnée dans 6PA. Il ne sera donc pas possible d'établir et d'évaluer un coefficient de modulation. Dans ce cas, il n'y aura pas de modulation, enfin la modulation elle sera à 1 finalement, il n'y aura pas d'abattement et donc la collectivité devra s'acquitter d'une redevance maximale qui serait dans ce cas de 900 000 euros. Donc vous voyez le delta extrêmement important entre la redevance finalement optimale avec un abattement maximal de 80%, 180 000 euros, à pas d'abattement du tout, 900 000 euros. Donc c'est pour ça que nous vous invitons vraiment très vivement à compléter ces données dans 6PA et puis pour permettre finalement de pouvoir bénéficier de cet abattement puisque l'objectif de cette redevance, vous l'avez bien compris, c'est d'ajuster le montant au regard de la performance de chaque entité de gestion de réseau d'eau potable. Donc l'exemple suivant, je vais passer un petit peu plus rapidement. Donc nous sommes sur, encore une fois, un exemple théorique où nous allons calculer la redevance pour performance des réseaux d'eau potable d'une collectivité qui a encore une fois une seule entité de gestion, mais donc plus petite, de 30 000 habitants. Donc la logique est la même. Vous avez ici d'abord tout ce qui permettra de calculer la performance du réseau, ensuite la gestion patrimoniale. Donc sur la performance du réseau, nous avons une entité de gestion avec un volume produit de 2 500 000 m3, un volume consommé comptabilisé de 2 millions de m3, un volume exporté de 10 000 m3, un nombre d'abonnés de 20 000 et un linéaire de réseau de 500 km. On vous a permis les formules, vous les avez vues, donc ça nous permet de calculer l'ILVNC, le rendement et l'ILC, puis le coefficient ILVNC, le coefficient de rendement primaire. Nous avons aussi un coefficient d'ILVNC de 0,414, un coefficient de rendement primaire de 0,361. Donc, on prend le coefficient le plus favorable des deux. Donc, 0,414, c'est celui qui est retenu. Il est inférieur au plafond de 0,55 qu'on a vu tout à l'heure. Donc, c'est le coefficient pour la performance du réseau et donc de 0,41, toujours pour la redevance 2026. Ensuite, la gestion patrimoniale. Nous avons une collectivité, cette fois, qui est moins performante que la précédente. Donc, elle n'a pas de plan de réseau mis à jour. Donc, ça lui fait 0. Elle connaît finalement pas très bien son réseau en diamètre et en réseau, et pas bien non plus en âge. Elle n'a pas de SIG, elle n'a pas mis en œuvre jusqu'à présent de programme d'action pour améliorer sa gestion patrimoniale. Donc, la somme de ces coefficients, donc qui sont plutôt ici en rouge, puisqu'ils sont
on est plutôt sur une collectivité qui a pas une très bonne gestion patrimoniale, connaît pas très bien son patrimoine. Donc, ça lui fait un coefficient de gestion patrimoniale de 0,041. Cette ligne ici, c'est donc la somme des deux coefficients de performance, 0,41, de gestion patrimoniale, 0,01. Ça fait donc une somme des deux coefficients de 0,42 qu'on retire à 1 pour donner le coefficient de modulation de cette entité de gestion. Donc, il y a donc un coefficient de modulation de 0,58. Comme tout à l'heure, la redevance se calcule en multipliant le tarif, qui est resté le même dans cet exemple, donc 10 centimes d'euros par mètre cube. L'assiette, donc les volumes qui ont été facturés en eau potable, 2 millions de mètres cubes, par les tarifs, par ce coefficient de modulation. Ça génère donc une redevance de 120 000 euros à payer en 2027 au titre de l'année 2026. Si je reprends ce que je disais tout à l'heure, cette collectivité, comme la précédente, aura un coefficient de modulation optimal de 0,2 en 2025. Donc en 2025, elle devra s'acquitter, en 2026, au titre de l'année 2025, elle devra s'acquitter d'un montant de 40 000 euros au titre de cette redevance pour performance des réseaux d'eau potable. Et à l'inverse, si aucune donnée n'était connue, ça générerait une redevance de 200 000 euros puisqu'il n'y aurait pas d'abattement. Voilà pour ce second exemple. Alors, je vais passer au troisième exemple, tout simplement parce que c'est la combinaison des deux. Alors, je présente le dernier exemple, qui est finalement la combinaison des deux et des deux premiers, et qui nous permettait d'introduire la notion de coefficient de modulation globale dont on vous parle depuis le début, mais qu'on n'a pas encore finalement vraiment illustré. Donc là, on serait dans l'hypothèse d'une collectivité qui aurait finalement deux entités de gestion. Donc, pour faire simple, évidemment, c'est très théorique encore une fois, mais nous avons donc la première entité de gestion qui correspond à notre premier exemple, donc l'entité de gestion 1, 150 000 habitants, et la deuxième entité de gestion qui correspond à notre deuxième exemple, donc avec ses 30 000 habitants. Nous avons déjà calculé les coefficients de modulation de ces deux entités de gestion dans les calculs précédents. Donc la première entité de gestion avait un coefficient de modulation de 0,25 et la deuxième entité de gestion avait un coefficient de modulation de 0,58. Le coefficient de modulation global, qui est celui qui va rentrer en compte pour calculer le montant de la redevance de cet établissement public compétent, va devoir s'appuyer sur ce coefficient de modulation global. La formule, elle vous a été présentée tout à l'heure, c'était la somme ici, donc le volume entrant de la première entité de gestion multiplié par son coefficient de modulation, ainsi que à laquelle on additionne le volume entrant de la deuxième entité de gestion multiplié par son coefficient de modulation. Et pareil, s'il y avait une troisième, une quatrième, une cinquième entité de gestion, on additionnerait pour chacune leur volume entrant et leur coefficient de modulation, qu'on diviserait par la somme des volumes entrants de toutes les entités de gestion. Donc ici, vous retrouvez le 9 970 000 mètres cubes pour la première entité de gestion, plus 2 490 000 mètres cubes. Donc le coefficient de modulation global pour cette collectivité est donc de 0,316. Et donc la redevance pour cette collectivité, la formule est la même, finalement, on reprend les volumes qui auront été facturés, voilà, le volume d'eau potable. Donc ici, c'est un volume de 11 millions de mètres cubes, donc 9 millions pour la première entité, 2 millions pour la seconde, qu'on multiplie par le tarif, toujours notre tarif de 10 centimes, et par ce coefficient de modulation globale. Ce qui nous donne donc une redevance de 347 542 euros. Donc, on n'a pas refait l'exercice pour 2025 et s'il n'y avait pas de données renseignées, mais vous serez en mesure de le faire en appliquant un coefficient de 0,2 si nous étions sur la redevance 2025. Donc voilà comment ça va fonctionner pour le calcul de ce coefficient de modulation global. Je vais rendre la parole à Mickaël qui va vous préciser le calendrier finalement pour cette redevance de performance eau potable et comment ça va se passer pour la déclaration. Merci Marie. Donc oui, l'illustration au niveau de la déclaration, en fait, elle est assez simple puisque
comme on vient de le présenter, en fait, 95% des données viendront de l'outil 6PA. Donc, ce qui veut dire que là, on va s'appuyer sur les données de l'année d'activité 2024. Donc, d'où l'importance, encore une fois, de la saisie de ces indicateurs, hein. Donc la saisie, elle sera bien à réaliser en 2025, hein. Donc avec cette date butoir que vous connaissez tous et toutes, qui est le 15 octobre 2025. Donc là, c'est très important en fait de veiller à la bonne saisie de ces indicateurs, puisque ça nous permettra d'estimer la modulation globale qui sera appliquée voilà, par la suite, hein. Donc voilà, donc c'est vraiment, j'insiste beaucoup sur la nécessité de veiller à la saisie de ces indicateurs qui permettront d'établir la redevance en fait, hein, euh, avec toutes les conséquences derrière. Donc voilà, donc ensuite en 2026, donc là on pourra aussi répercuter la redevance, hein, qui sera perçue auprès des collectivités. Donc celle-ci sera bien répercutée sur la facture d'eau des usagers, hein. Ça c'est le principe aussi qu'on développera lors du prochain webinaire, hein. Donc voilà, donc cette charge sera aussi transférée sur les abonnés. Donc ensuite, en 2027, donc là, on aura toujours ce processus déclaratif qui sera à établir sur la déclaration de l'année 2026, hein. Donc là, voilà, on prendra bien en compte l'ensemble des volumes facturés, les dégrèvements aussi qui seront exclus forcément de l'assiette de la redevance, plus toutes les données de performance sur l'année 2024. Donc, en rappelant quand même aussi cet aspect calendrier, à savoir la date butoir pour établir la déclaration de redevance auprès de l'agence, hein, qui est toujours le 31 mars de chaque année en fait, hein. Donc, et puis donc après on le verra par la suite, mais une fois voilà, une fois la déclaration, donc l'agence calculera les données, établira la redevance et il appartiendra à la collectivité de s'acquitter de la redevance concernée. Donc justement, pour préciser un peu cette question sur le coefficient de modulation globale qui permettra aussi de répercuter hein, les tarifs auprès des abonnés domestiques et autres sur la facture d'eau. Donc on a précisé au sein de cette diapo qu'il y aurait l'outil de simulation qui permettra justement d'apprécier ce coefficient. Donc on a prévu de le développer en 2025, très certainement au cours du deuxième trimestre, hein. Donc on vise à peu près le mois de juin, juillet, pour justement mettre à disposition cet outil de simulation qui permettra justement voilà, de bien appréhender la future modulation telle qu'elle a été calculée à partir des derniers indicateurs connus. Donc voilà, voilà, ce sera important qu'on ait aussi cet outil pour vous accompagner au mieux. Merci Mickaël. Peut-être une petite précision, je suis plus sûre qu'on l'ait dit, mais nous sommes en train de travailler au niveau national sur le développement d'outils pour faire en sorte qu'une fois que les données auront été saisies dans 6PA, elles puissent automatiquement alimenter le téléservice et qu'il n'y ait pas à les saisir de nouveau. Voilà. Donc, au moment de la déclaration que vous allez faire en 2017, vous déclarerez les volumes facturés, vous déclarerez les prélèvements, mais le formulaire, normalement, devrait être automatiquement rempli avec les données qui auront été saisies en 2025 au titre de 2025, qu'il vous appartiendra de vérifier avant de les valider. Mais ces développements sont prévus pour éviter des doubles saisies, finalement. Voilà, donc nous allons passer à la deuxième grande partie, donc les redevances pour performance des systèmes d'assainissement collectif. Et donc, je vais redonner la parole à Sébastien pour vous expliquer les coefficients de modulation. Oui. Alors, pour cette deuxième redevance de performance des systèmes d'assainissement collectif, hein, on est sur la même logique que
que pour l'eau potable, on a des axes de modulation qui ont été introduits pour là aussi permettre d'évaluer la performance de chaque système et globalement la performance de chaque collectivité. Pour évaluer donc cette fois-ci 3 axes, la qualité de l'autosurveillance, la conformité réglementaire des ouvrages et un 3e axe sur l'efficacité globalement de l'exploitation qui est faite des ouvrages et notamment des stations d'épuration. La modulation, comme pour la précédente redevance, elle est calculée à l'échelle d'une première structure, donc un système d'assainissement, c'est-à-dire globalement des abonnés qui sont raccordés à un réseau qui aboutit à une station d'épuration. Là aussi, on a une échelle d'évaluation qui varie de 0,3 pour les plus performants à 1 pour les moins performants, donc jusqu'à 70% d'abattement théorique de la redevance en fonction de la notation qui peut être faite. Et comme pour la performance AEP, on aura une modulation qui pourra être calculée de façon globale à l'échelle d'un service en prenant en compte les modulations de chaque système d'assainissement. Voilà, pour avoir une modulation globale pour une collectivité qui disposerait de plusieurs systèmes, donc plusieurs stations d'épuration qui seraient dans son champ de compétences. Voilà, si on passe maintenant sur un petit schéma pour vous rappeler, pour vous illustrer ce calcul de modulation globale. Donc on voit bien nos trois systèmes qui sont dans le service de la collectivité. Donc 3 stations d'épuration avec chacune leur charge entrante et un coefficient de modulation qui a été déterminé pour chaque service. Ces éléments sont compilés pour avoir une modulation globale à l'échelle de la collectivité. Et la pondération se fait cette fois-ci sur les charges entrantes de chaque système. Donc pour les stations d'épuration qui ont une capacité de 20 à 2000 équivalents habitants, la charge se calcule sur la base de la population majorée qui est raccordée au système, donc on prend 13,5% de la population. Et pour les stations de plus de 2000 équivalents habitants, là on prend les valeurs donc, réelles mesurées en DCO en entrée de la station. Voilà. Donc le législateur, pour cette modulation et pour introduire les critères de modulation, a créé 3 strates de stations d'épuration. Une première strate pour les plus de 2000 équivalents habitants, une strate 2 pour les 200-2000 et une 3e strate pour les 20-200 équivalents habitants. En fonction de cette strate, on regardera et on évaluera un certain nombre de critères. Donc, comme vous pouvez le voir, ça évolue de 4 à 9 critères selon la taille de la station. Et donc, vous pouvez voir que pour les stations de moins de 20 équivalents habitants, on ne regardera pas la modulation, elles ne sont pas dans ce système de performance. Ne sont également pas concernées les stations d'épuration qui sont en dehors du territoire français et celles qui sont sous maîtrise d'ouvrage industrielle. On est bien sur un esprit de redevance des collectivités. Voilà. Sur la pondération maintenant de ces 3 axes de modulation, donc l'autosurveillance pèsera pour 30% sur la note, la conformité réglementaire pour 20% et l'efficacité du système d'assainissement pour 20% également. Maintenant, on va vous détailler petit à petit pour chaque axe le contenu des critères qui vont être évalués. Alors, si on commence sur la validation de l'autosurveillance, voilà, vous voyez un petit tableau qu'on a essayé de rendre à peu près lisible parce qu'il y a énormément d'informations sur ces critères. Donc globalement, ici, on s'adresse aux stations de la strate 1, donc les plus importantes en termes de taille et de capacité. La validation de l'autosurveillance s'évalue sur 30% avec 2 aspects, l'autosurveillance de la station d'épuration et l'autosurveillance du système de collecte.
La logique pour ces deux critères est la même, c'est-à-dire une évaluation basée sur la présence d'un manuel d'autosurveillance à jour, expertisé par l'agence de l'eau avec un avis favorable ou en cours d'expertise, et un pourcentage de données qui vont être qualifiées et qui vont passer des seuils qui vous sont précisés. Donc 80% de données pour la station d'épuration sur les débits et les autres paramètres. Et pour le système de collecte, on est sur 65% de données sur les débits pour les déversoirs d'orage soumis à surveillance et 80% de données sur les autres paramètres. Donc ce sont bien des données qui sont saisies au fur et à mesure par les exploitants dans Roseau et qui vont être qualifiées par l'agence de l'eau, là aussi au sein de Roseau. Voilà, donc cette qualification, elle est faite avant le 15 avril de chaque année sur les données N-1 et en fonction donc des renseignements qui sont faits et de la validation du manuel d'autosurveillance, on peut avoir une pondération donc de 20% maximum sur l'autosurveillance de la station d'épuration et 10% sur le système de collecte. Donc maximum 30% sur ce premier axe. Donc ça concernait les stations les plus importantes de la strate 1. Maintenant, sur les stations d'épuration des deux autres classes, pour la deuxième classe, la deuxième strate, on a un critère qui est évalué à partir de 3 éléments cette fois-ci, donc la pondération de 30%. Donc les 3 éléments qui sont analysés sont la présence des équipements d'autosurveillance nécessaires à la mesure de débit entrée-sortie, la réalisation des bilans d'autosurveillance et la transmission de ces données selon un certain format et une certaine organisation à l'agence, et la transmission d'un rapport d'autosurveillance. Là, la pondération, elle va se faire selon le respect de ces 3 critères. Et donc, vous avez une pondération qui est progressive, donc 0 ou 1 critère respecté, 0%, 2 critères respectés, 15%, et si l'ensemble de ces éléments sont respectés, on arrive à 30%. Voilà, on vous a mis quelques petits compléments d'information sur la diaporama pour vous faire un lien avec l'arrêté du 21 juillet 2015 qui a été notamment récemment modifié en lien avec cette réforme. Pour les stations les plus modestes, la strate numéro 3, ce critère est par défaut validé et donc on est sur une pondération maximale de 30%. Voilà, alors sur le deuxième critère de conformité réglementaire, donc maximum un poids de 20% sur la pondération générale. Là, l'esprit est donc de traduire la conformité que l'on peut trouver dans Roseau. Et donc, ce sont des conformités qui sont validées par la police de l'eau. Donc, différents critères pour les stations les plus importantes, la conformité locale en performance, la conformité de collecte en temps sec, la conformité de collecte en temps de pluie, et un critère supplémentaire pour essayer d'évaluer le niveau de défaillance des rejets en temps de pluie. Donc, vous voyez les pondérations qui sont inscrites pour chacun des critères. On est sur des éléments assez binaires sur les 2 premiers critères, conforme, non conforme, avec à chaque fois une pondération associée, donc 10% pour la conformité locale en performance, 3% pour la conformité locale en temps sec. Et pour la conformité de collecte en temps de pluie, on est sur des aspects un peu plus progressifs parce qu'on se doute que c'est pas forcément facile de résoudre ces éléments. Donc on a des critères qui sont progressifs, donc une conformité en temps de pluie qui peut être évaluée à 0, 2,5% ou 5% selon le niveau de mise en conformité. Et là aussi, la limitation des rejets en temps de pluie, elle s'évalue à partir d'un certain nombre de critères qu'on ne vous a pas détaillé là parce que ça ferait assez catalogue, mais globalement, on est sur une évaluation qui
qui relève de l'autosurveillance du système de collecte avec la prise en compte de flux déversés sur une moyenne quinquennale sur certains déversoirs d'orage. Voilà. Maintenant, si on passe sur les 2 autres strates, on est sur un critère commun de conformité globale du système d'assainissement, donc qui correspond à un champ spécifique dans Roseau que vous devez connaître, qui s'appelle la conformité globale locale. Et l'évaluation est binaire, donc 0 points si on est non conforme et 20% si on est conforme. Donc là aussi, toujours une conformité qui est du ressort de la police de l'eau. Pour ces 3 strates de stations d'épuration, on a une évaluation qui est un peu chapeau de l'ensemble de ces critères. C'est la conformité en équipement de la station d'épuration. Donc dans Roseau, c'est le champ qui s'appelle conformité des traitements requis par le préfet. En cas de non-conformité à ce niveau-là, la modulation de cet axe n'est pas analysée et donc aucune note n'est possible et ne sera octroyée sur cet axe de modulation en cas de non-conformité à ce niveau. Enfin, le 3e axe de modulation pour ce critère, donc qui va traduire l'efficacité globale du système d'assainissement et de son exploitation. Alors là aussi, on a des critères qui sont adaptés aux tailles des stations d'épuration et forcément aux autosurveillances qui sont pratiquées. Pour les stations de la strate 1, on a 2 critères d'évaluation, donc un indicateur de rendement performant et un indicateur sur la bonne destination des boues d'épuration. Là aussi, ce sont des éléments qui sont saisis dans Roseau, qui vont être analysés. Le premier critère va regarder les rendements annuels des stations d'épuration et particulièrement sur les 3 paramètres de base, donc MS, DCO et DBO5, selon une grille qui, en fonction des rendements qui sont constatés sur une année, vont vous octroyer des points. Voilà, donc il y a une grille spécifique qui a été créée. Et si pour l'un ou l'autre de ces paramètres, on n'a aucun rendement ou on a des résultats qui sont non représentatifs de l'année, la note sera de 0. Voilà. Pour la bonne destination des boues d'épuration, l'évaluation se fait sur la quantité de boue évacuée selon certaines filières. Donc, on regardera les quantités de boue que vous évacuez, la conformité des filières, et on pourra, il y a un calcul de pondération qui sera fait si vous avez plusieurs exutoires pour les boues. Voilà, histoire de prendre en compte les différentes filières et de trouver, d'évaluer une note là aussi qui peut varier de 0 à 10%. Enfin, sur la strate 2, on a un autre critère sur la production suffisante de boue. Donc là, on va évoluer, on va pouvoir évaluer ce critère selon la nature du traitement des boues. Donc, si on est sur des systèmes qui sont un peu plus intensifs, type boue activée, le ratio de boue produit par rapport à la théorie va être évalué. Donc là, vous avez le petit détail de pondération qui vous donne des éléments. Donc, vous allez être évalué de 0 à 10% selon les ratios qui sont constatés. Et pour les systèmes type lagune et filtre planté de roseaux, on est davantage sur l'entretien général traduit par la date des derniers curages des bassins pour essayer d'avoir un entretien régulier de ces ouvrages, éviter un éventuel engorgement et des débordements et des départs de boue. Sur les stations qui sont les plus modestes de la strate numéro 3, ne sera évalué qu'un seul critère, donc qui va traduire en fait l'absence de constat de pollution
au travers la transmission d'informations telles que procès-verbal fait par l'OFB ou les services de police de l'eau, mise en demeure, liées à des défauts d'exploitation. Voilà, donc on a bien des critères qui sont adaptés aux différentes strates de stations d'épuration et on évaluera, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, de 3 à 9 critères selon la nature et selon la station d'épuration. Ça sera fait par, je le répète, par système d'épuration. Et si on a sur un territoire plusieurs systèmes, la pondération globale qui essaiera d'englober la performance de chaque sous-système pour avoir une modulation globale à l'échelle de la collectivité à partir d'une pondération sur les charges entrantes. Merci Sébastien. Voilà. Alors, donc pour illustrer ce qui vient d'être présenté par Sébastien, donc comme tout à l'heure, quelques exemples. Alors, attendez, je redescends. Oui, donc même logique que tout à l'heure, nous aurons donc 3 exemples et le troisième sera la combinaison des 2 premiers. Donc, encore une fois, des exemples évidemment théoriques. Le premier exemple, nous essayons de calculer la redevance pour performance d'une collectivité qui est composée d'un seul système d'assainissement de 13 000 équivalents d'habitants. Donc, 13 000 équivalents habitants, c'est donc une station supérieure à 2000, donc une station de strate 1. Donc, vous voyez que le nombre de critères qui sont demandés est plus conséquent. Donc, comme tout à l'heure, nous avons essayé de reprendre un petit peu les couleurs des 3 critères. Donc, l'autosurveillance en bleu, la conformité réglementaire en violet et l'efficacité du système d'assainissement en orange. Dans notre exemple, donc, nous allons nous concentrer sur 2026, sachant que 2025 est neutralisé avec un coefficient de modulation de 0,3, comme Sébastien nous l'a expliqué tout à l'heure. Et à l'extrême droite de mon écran, en rouge, vous voyez ce que ça donnerait si tous les coefficients étaient à 0, donc le montant de la redevance maximale, donc sans abattement. Donc, tout d'abord pour l'autosurveillance, dans notre exemple, nous avons une collectivité donc, qui est assez performante, donc pour lequel elle obtient la note maximale sur la validation de l'autosurveillance de la station d'épuration et sur la validation de l'autosurveillance du système de collecte. Donc, on voyait que c'était binaire, hein, c'était soit oui, soit non. Donc, dans les 2 cas, c'est oui, donc ça fait 0,2, donc les 20% hein, dont parlait Sébastien tout à l'heure, et 0,1 pour l'autosurveillance, donc une note maximale. En ce qui concerne la conformité réglementaire, donc nous avons donc un système d'assainissement qui est conforme sur la conformité locale en performance de la station d'épuration, donc ça lui fait un coefficient de 0,1, qui est elle aussi conforme pour la collecte par temps sec, donc ça lui fait un coefficient de 0,03. Concernant la collecte par temps de pluie et la limitation des rejets par temps de pluie, nous sommes donc du coup sur une couleur plutôt jaune hein, pour reprendre la modulation qu'on voyait tout à l'heure. Hein. Donc nous avons sur la collecte par temps de pluie voilà, ce n'est pas conforme, ce n'est pas non conforme, on est en cours de mise en conformité, donc ça nous fait un coefficient de 0,025. Et même chose pour la limitation des rejets, il y a eu quelques défaillances, donc on est sur l'évaluation du critère à 0,01. Donc voilà pour tout ce qui concerne la conformité réglementaire. Maintenant, si on passe à l'efficacité du système d'assainissement en orange, l'indicateur de rendement, donc là nous avons donc une évaluation de l'indicateur à 0,08 grâce à la grille dont Sébastien a parlé tout à l'heure. Et nous avons donc une bonne destination des bouts d'épuration puisque le critère est évalué comme étant efficace avec un coefficient de 0,1. Donc pour calculer notre coefficient total, on fait tout simplement la somme de tous ces éléments qui nous donnent un total de 0,645 qu'on vient retirer à 1. Donc, nous avons donc le coefficient de modulation de ce système d'assainissement qui est de 0,355. Comme on l'a vu tout à l'heure, s'il était optimal, ce serait 0,3 et s'il n'y avait pas du tout de critère, il serait à 1.
La logique est la même hein, que tout à l'heure, je passe un petit peu plus rapidement. Pour calculer la redevance, c'est le produit de l'assiette par le tarif et par le coefficient de modulation. Nous avons un seul système d'assainissement, donc le coefficient de modulation global pour cette collectivité est égal à ce coefficient pour ce système d'assainissement. Le tarif que nous avons pris est le tarif qui sera proposé au vote au mois d'octobre, à savoir un tarif de 10 centimes d'euros par mètre cube. Et l'assiette, c'est le volume total assaini, donc facturant en assainissement, donc de 300 000 m3. Donc la redevance, 300 000 par 0,1 par 0,355, ça fait donc une redevance pour performance des systèmes d'assainissement collectif de 10 650 € que la collectivité, puisque c'est bien la collectivité, devra payer à l'Agence de l'eau en 2027. Donc en 2025, ce montant sera avec un abattement de 70%, l'abattement maximum, donc 9 000 € au titre de 2025 à payer en 2026. Et s'il n'y avait aucun critère de performance renseigné ou si ce système était absolument pas performant, on serait sur un montant total de 30 000 €. Je vais peut-être passer à l'exemple 2 tout de suite et à l'exemple 3 et puis prendre les questions s'il y en a par la suite. L'exemple 2, on est parti cette fois sur une collectivité avec toujours un seul système d'assainissement, mais plus petit, donc de 1300 équivalents habitants, donc qui est de la strate, qui relève de la strate 2. Et là, vous voyez tout de suite qu'il y a moins de critères. Le législateur a souhaité avoir moins de critères pour les plus petites stations. Donc sur la strate 2, nous avons donc ces critères qui sont regardés. Donc on reprend toujours la logique des couleurs de tout à l'heure. L'autosurveillance en bleu, la conformité réglementaire en violet et l'efficacité du système d'assainissement en orange. Donc, pour ce système d'assainissement, la logique que présentait Sébastien tout à l'heure était une logique de critères remplis ou non remplis. Donc, si un ou deux critères étaient respectés, on avait 0. Si deux critères étaient respectés, ce qui est le cas donc, de notre système, ça fait une note de 0,15. Et si tous les critères avaient été respectés, la redevance aurait été calculée avec un coefficient pour l'autosurveillance maximale de 0,3. Concernant la conformité réglementaire, on part du postulat que la station d'épuration respecte les prescriptions réglementaires. Donc, on a le droit de regarder l'étape suivante, la conformité globale du système d'assainissement. Dans notre cas, ce système est conforme. Concernant l'efficacité du système d'assainissement, nous avons donc un ratio de boue produit supérieur à 75%, donc un ratio de 0,1, et une quantité de boue évacuée, les filières retenues, qui est là aussi efficace avec un critère de 0,1. Donc on additionne encore une fois toutes ces évaluations, cela nous donne une somme de 0,55, c'est toujours la même logique, puis un coefficient de modulation de 0,45. Donc cette collectivité, qui n'a qu'un seul système d'assainissement, a donc un coefficient de modulation global qui est égal au coefficient de modulation de ce système d'assainissement, avec un volume d'eau assainie de 30 000 m3, multiplié par un tarif de 10 centimes et un coefficient de modulation de 0,45. Ça fait donc une somme de 1 350 € que la collectivité devra payer à l'Agence de l'eau en 2027 au titre de la redevance 2026. Je fais maintenant l'exercice pour le troisième exemple, qui est donc, comme vous l'avez compris, une collectivité qui a deux systèmes d'assainissement collectif. Le premier système est celui de notre premier exemple, le deuxième système de notre deuxième exemple. Cet exemple permet donc d'illustrer le calcul du coefficient de modulation global qui se fait avec une pondération selon les charges entrantes. Donc, pour ce premier système, nous avons donc une charge entrante de 1950 kg de DCO par jour à multiplier avec un coefficient de modulation de ce système de 0,355 que nous avons calculé juste avant. C'est cette partie ici. Pareil pour le deuxième système, 135 kg multiplié par 0,45, divisé par le total des charges entrantes, 1950, 135, vous retrouvez ici. Donc le coefficient de modulation global de la collectivité est donc un coefficient de 0,361. Le calcul de la redevance se fait donc en prenant l'assiette, à savoir le volume total assaini,
330 000 m3, multiplié par le tarif de 10 centimes et ce coefficient que nous venons de calculer, à savoir donc une redevance de 347 600 € que la collectivité devra donc payer à l'agence de l'eau. Voilà pour ces 3 exemples. Eh bien, je vais donner la parole à Mickaël, qui va terminer cette partie sur la déclaration, donc le pendant de ce qu'on a vu tout à l'heure pour l'autre redevance de performance. Oui, tout à fait. Donc, au niveau du processus déclaratif, donc voilà, ce sera assez simple puisque voilà, on va repartir aussi de la saisie telle qu'elle existe au sein des applicatifs Roseau et Verso. Donc, à savoir la saisie que vous faites déjà sur les données d'autosurveillance, sur les manuels d'autosurveillance aussi, les prescriptions techniques et tout ce qui est donné sur le fonctionnement de l'ouvrage, que ce soit sur le rendement ou sur la bonne destination des bouts. Donc ça, c'était par rapport à l'année activité 2024. Donc en 2025, donc là, pareil qu'actuellement, la police de l'eau et l'agence de l'eau vont valider et qualifier les données qui sont saisies, en fait, pour justement, après, permettre d'analyser au mieux les informations qui sont saisies et déclarées. Donc, ce qui nous permettra aussi d'estimer la modulation et justement de pouvoir après délibérer sur celle-ci. Ça, c'est aussi une phase qui est importante et qu'il appartiendra aussi aux collectivités de mettre en œuvre. Donc ensuite, sur l'année d'activité 2026, donc là, nous serons sur la répercussion de la redevance, donc telle qu'elle existera sur la facture d'eau des abonnés domestiques et assimilés, ainsi que les industriels. Ensuite, en 2027, donc là, on aura à proprement dit la déclaration qui sera à opérer, donc avec les données qu'on vous a présentées auparavant, donc que ce soit les volumes facturés, donc les volumes assainis, déduction faite des dégrèvements qui seront accordés par le service d'assainissement, accompagné forcément des données sur la performance des réseaux d'assainissement collectif et des systèmes d'assainissement concernés. Donc là, on sera sur une activité forcément 2024 au regard du décalage de 2 ans, avec toujours cette date butoir du 31 mars 2027 qui sera nécessaire de respecter. Et donc, je ne reviens pas sur le contrôle fiscal qui est le pendant de la déclaration pour justement apprécier l'exactitude et la véracité des données déclarées. Merci Mickaël. Je te propose d'enchaîner sur le calendrier de déploiement qui est un petit peu une diapo de synthèse de ce qu'on a pu voir précédemment avec notamment les différentes actions année par année. Alors, voici la diapo. Je vais poursuivre sur le calendrier de déploiement en fait en précisant bien les grandes étapes par année civile. Donc l'année d'activité, donc là, plutôt l'année 2024 sera essentiellement l'année où il y aura le vote des tarifs. Donc les tarifs qui seront applicables pour l'année d'activité 2025 et suivante, puisque voilà, les délibérations s'appliqueront sur toute la durée du 12e programme, donc à savoir les années 2025 à 2030. Donc ça, c'était la première étape. Donc en 2025, bon, c'est aussi global puisqu'on sera encore sous l'ancien système de redevances tel qu'il existe actuellement au sein des redevances qui sont sur la facture d'eau.
Donc là, ce sera vraiment la dernière année où on soldera le système actuel avec les ex-redevances de pollution domestique et modernisation des réseaux de collecte. Donc pareil pour cette année 2025, on n'aura pas, c'est aussi une question qui nous avait été posée, on n'aura pas d'acompte sur les nouvelles redevances de performance, hein. Ça, c'est important de le savoir. Donc, l'agence n'appellera pas d'acompte auprès des collectivités sur ces nouvelles redevances. En 2026, donc là, on sera vraiment dans l'application de ces nouvelles redevances, puisque là, voilà, on prendra en compte la modulation forfaitaire telle qu'elle a été précisée auparavant, donc avec les coefficients de 0,2 et 0,3 en fait, hein. Donc pour justement en 2027 apprécier les modulations réelles basées sur les performances de l'année 2025 en fait, hein. Et donc voilà, ce sera à peu près voilà, le calendrier tel qu'il existe sur la diapo. Merci, Michael. Alors, je vais proposer à Catherine de prendre la suite pour nous parler de l'enquête en cours auprès des collectivités sur les compétences. Oui, donc vous avez reçu fin juillet par rapport à la mise en place de cette réforme, donc un courrier vous demandant de remplir un questionnaire en ligne afin d'identifier clairement les futurs redevables et leurs compétences, plus particulièrement la composition communale des services pour chaque établissement compétent, et ainsi que les réseaux d'eau potable et des ouvrages de dépollution concernés en 2025. Ce questionnaire, en fait, va nous permettre d'établir la première déclaration pour les nouvelles redevances de performance en 2026. Donc, ça nous permettra d'avoir un formulaire de déclaration qui sera déjà complété au maximum. Donc, il est important de renseigner ce questionnaire. Donc, pour le moment, on a eu un bon retour au début. Là, ça s'est un petit peu ralenti. Donc, vous avez encore jusqu'au 30 septembre pour finaliser ce questionnaire. Et si vous avez des questions ou des difficultés, notre équipe reste disponible par téléphone ou par mail sur la boîte mail qui vous sera rappelée dans le mail de l'invitation. Voilà, c'est l'adresse mail commune à toute l'équipe. Merci Catherine. Voilà, c'est vraiment important pour nous d'avoir le maximum de réponses pour fiabiliser la nouvelle campagne concernant ces nouvelles redevances. On identifie bien les nouveaux redevables. Donc merci à vous déjà à ceux qui ont répondu et merci aux nouveaux qui se mobiliseront suite à ce rappel. Alors, nous allons terminer par une dernière diapositive sur voilà, l'accompagnement en cours par les agences de l'eau. Et là, maintenant, je vais donner la parole à Florian. Oui, je prends le relais donc sur l'aspect communication. Donc au niveau national, on a une plaquette générale qui présente un peu la réforme. Donc j'espère que la plupart d'entre vous l'ont vu, mais si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller sur le site internet de l'agence de l'eau Arto Picardie. Vous la trouverez. Vous trouverez également aussi un lien qui renvoie à la FAQ nationale qui répond à bon nombre de questions. Qui a été alimenté par les agences. Et puis, prochainement, sûrement en octobre, des fiches thématiques techniques sur chacune des 3 redevances sortiront et permettront un peu de comprendre et d'appréhender les aspects principaux de chacune de ces redevances. Et puis au niveau donc local, on a
niveau local, Agence Artois Picardie. On a ces webinaires qu'on présente, donc celui d'aujourd'hui, celui en octobre sur la facturation. Et puis, on a donc une boîte mail dédiée à la réforme, donc qui est rappelée sur cette diapo, réforme.redevance@artopicardie.fr, qui permet un peu qui nous permet de répondre à vos interrogations un peu spécifiques. Voilà. Je laisse conclure Marie. Merci Florian. Donc voilà, n'hésitez pas à nous interroger hein, si vous avez besoin. Dans tous les cas, les fiches techniques, elles sont bientôt terminées, elles pourront être diffusées prochainement. Ce sont des petits 4 pages hein, pour chacune des 3 nouvelles redevances, comme l'a indiqué Florian, et qui donnent vraiment des informations. Et puis voilà, ce que vous avez pu voir aujourd'hui, mais de manière évidemment beaucoup plus synthétique sur les critères de modulation, les formules, etc. Eh bien, encore une fois, merci à tous pour votre participation à ce webinaire de ce matin. Et puis, je vous souhaite à toutes et tous une bon appétit et bonne journée.